Pendant 35 ans, j'ai cuisiné pour chaque fête de famille. Invisible sur les photos. Puis j'ai dit non, j'ai fui à Noël, et je les ai laissés avec une dinde congelée et un silence assourdissant. Pendant 35 ans, j'ai été la servante de ma famille. J'ai cuisiné pour chaque fête, planifié chaque détail, nettoyé chaque miette. Pourtant, j'étais invisible sur les photos, un fantôme affairé en arrière-plan. Puis, un soir de réveillon, j'ai dit non. J'ai fui à Noël et je les ai laissés seuls, avec une dinde congelée et un silence assourdissant. Voici ce qui s'est réellement passé, chaque détail, chaque blessure. C'est mon histoire. Avant de plonger dans les détails de cette nuit qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez mon histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est une façon pour moi de me sentir moins seule en partageant cela avec vous. L'air dans la cuisine de la maison de vacances de mes parents, à La Baule, était lourd de l'odeur du romarin et de l'ail. La chaleur du four me giflait le visage à chaque fois que je l'ouvrais pour arroser la dinde, ce monstre de 8 kilos que j'avais massé d'épices et de beurre pendant des heures. La sueur coulait le long de ma colonne vertébrale. De la salle à manger, à seulement quelques mètres mais à un monde de distance, parvenaient des éclats de rire. Des rires clairs, insouciants. Le tintement des flûtes à champagne. Ils avaient commencé sans moi. Encore une fois. Mon frère, Bastien, et sa nouvelle petite amie, Amandine, étaient arrivés il y a 1 heure, juste à temps pour l'apéritif. Lui, dans son costume impeccable, elle, ruisselante de bijoux discrets mais chers. Ils sont instantanément devenus le centre de l'univers. Mon père, Gérard, a levé sa coupe. Sa voix de baryton, habituellement réservée aux grandes occasions, a traversé le mur, à mon fils, Bastien, qui, une fois de plus, rassemble la famille pour ces moments précieux. Un éclat de verre invisible s'est planté dans ma poitrine. J'étais là depuis 3 jours. 3 jours à faire les courses dans des supermarchés bondés, à planifier les menus, à hacher, à mariner, à pré-cuire. 3 jours de travail acharné pour créer ce moment précieux. Lui était arrivé les mains dans les poches, avec une bouteille de champagne que son patron lui avait probablement offerte. Je me suis penchée sur le plan de travail en granit, mes mains tremblantes s'agrippant au bord froid. Je pouvais les voir à travers l'ouverture du passe-plat. Ma mère, Martine, ajustant le col de la chemise de Bastien. Mon père lui remplissant sa coupe. Amandine, riant à gorge déployée à une de ses blagues. Aucun d'eux n'a jeté un regard vers la cuisine. Aucun d'eux ne s'est demandé où était celle qui avait rendu tout cela possible. C'est une douleur sourde, familière. La douleur de l'habitude. Pendant 35 ans, j'ai cru que c'était mon rôle. Élodie, la fille dévouée. Élodie, la bonne organisatrice. Élodie, celle sur qui on peut toujours compter. J'ai cru que c'était ma façon d'acheter leur amour, leur approbation. Une transaction silencieuse où mon labeur était échangé contre une place à la table familiale. Mais ce soir-là, en écoutant leur rire, j'ai réalisé que je n'avais même pas de place. J'étais juste l'employé non rémunéré. Élodie, ma chérie. La voix de ma mère a claqué, me sortant de ma torpeur. Amandine n'a plus de glaçons. Tu peux lui en ramener, s'il te plaît? Je suis restée immobile, le torchon à la main. La demande n'était pas méchante. C'est justement ça le problème. C'était normal. C'était une évidence. Élodie est en cuisine, donc Élodie s'occupe du service. Une lutte féroce s'est engagée en moi. Une partie de moi, celle qui a été conditionnée pendant des décennies, a voulu répondre « oui, j'arrive », pour maintenir la paix, pour éviter la vague. Mais une autre voix, une voix que je n'avais pas entendue depuis des années, a murmuré depuis les profondeurs de mon être. Une voix fatiguée. Épuisée. Cette voix a dit « assez ». J'ai inspiré profondément. L'odeur de la dinde me donnait la nausée. J'ai marché jusqu'à l'entrée de la salle à manger. Tous les yeux se sont tournés vers moi, attendant, s'attendant à me voir avec le seau à glace. J'ai regardé ma mère. Non. Le mot est sorti de ma bouche, petit, mais incroyablement lourd. Il est tombé au milieu de la table comme une pierre dans un lac tranquille, brisant la surface parfaite de leur bonheur.
Le mot « non » de ma part flottait dans l'air, glacial et tranchant. Toute la pièce est devenue silencieuse. Mais ce silence n'était que le calme avant la tempête. Le pire n'avait pas encore vraiment commencé. Le silence qui a suivi mon « non » était assourdissant. Bastien a arrêté sa phrase au milieu. Amandine a cligné des yeux, son sourire figé. Mon père a froncé les sourcils, une lueur d'incompréhension dans le regard. C'est ma mère qui a rompu le charme, avec un petit rire nerveux qui sonnait faux. Oh, Élodie est juste fatiguée. Toute cette cuisine. Bien sûr qu'elle va chercher les glaçons. N'est-ce pas, ma chérie? Son regard était un ordre. Un ordre de rentrer dans le rang, de ne pas gâcher la soirée. Pendant une seconde, j'ai failli céder. La force de l'habitude est une chose terrible. Mais l'image de mon grand-père m'est apparue. C'était un homme doux, le seul qui semblait vraiment me voir. Avant de mourir, il m'avait légué sa vieille montre à gousset, en me disant « Ne laisse jamais personne te faire croire que ton temps ne t'appartient pas. » J'ai redressé les épaules. Non, maman. Je ne suis pas fatiguée. Je suis assise. Je vais m'asseoir et dîner. Bastien peut aller chercher les glaçons. Ses jambes fonctionnent aussi bien que les miennes. Sans attendre de réponse, j'ai contourné la table et je me suis assise à la seule place vide, celle qui m'était manifestement réservée, à côté de la desserte, comme pour faciliter le service. Le malaise était palpable. Bastien, l'air vexé, s'est levé maladroitement pour aller chercher les glaçons. La conversation a repris, mais le cœur n'y était plus. J'ai mangé en silence, chaque bouchée ayant un goût de cendre. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde était au salon, je me suis réfugiée dans la cuisine, soi-disant pour commencer à ranger. J'avais besoin de respirer. L'iPad de ma mère était posé sur le comptoir, son écran allumé sur Facebook. Je n'aurais pas dû regarder. Mais une force m'a attirée. Son dernier post, publié il y a moins d'une heure, m'a coupé le souffle. Merveilleux réveillon en famille. Si fier de mon fils Bastien pour ses idées géniales. C'est lui qui a insisté pour qu'on revienne aux sources avec la recette de dinde traditionnelle de sa grand-mère. Un garçon avec de telles valeurs. Je me suis appuyée contre le réfrigérateur, le souffle court. C'était mon idée. Je lui avais parlé de cette recette au téléphone la semaine dernière, tout excitée. Je me souvenais de sa réponse vague, « Ah oui, si tu veux. » Ce n'était pas un oubli. C'était une réécriture de l'histoire. Un vol pur et simple de ma contribution, pour la donner à son fils adoré. Le cœur battant, j'ai cliqué sur son profil, puis sur ses albums photos. J'ai fait défiler des années de fêtes. Noël, Pâques, les anniversaires. Bastien était partout. Au centre, souriant, trinquant. Et moi? Je me suis cherchée. J'ai trouvé mon bras tenant un plat de petits fours sur une photo de 2019. L'arrière de ma tête alors que je desservais la table en 2021. Sur des dizaines et des dizaines de photos de famille, je n'existais pas en tant que personne. J'étais un accessoire fonctionnel, un membre du personnel. La douleur était si vive, si physique, que j'ai dû m'asseoir. Et c'est là que j'ai entendu la voix de ma tante, la sœur de ma mère, depuis le salon. Elle parlait à Bastien. Bastien, mon chéri, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai décidé de te donner l'horloge comptoise de tes grands-parents. Elle sera parfaite dans l'entrée de ton nouvel appartement. Non. Pas l'horloge. Cette horloge massive en chêne qui avait rythmé mon enfance. Je me souvenais de mon grand-père, me hissant sur ses genoux pour que je puisse toucher le balancier en laiton. Il m'avait dit un jour, avec un clin d'œil, « Un jour, elle veillera sur ta famille à toi, ma petite Élodie. » C'était une promesse. Une promesse que ma propre famille était en train de trahir sans le moindre scrupule. J'ai entendu Bastien répondre d'un ton détaché, « Oh, c'est gentil, Tati. Merci. » Il ne comprenait même pas la valeur de ce qu'on lui donnait. Il ne m'avait pas seulement volé une recette. Il ne m'avait pas seulement effacé des photos. Ils étaient en train de me voler mes souvenirs, mon héritage. Ils me prenaient tout. Je pensais avoir touché le fond de la déception. Mais mon père a alors pris la parole, et j'ai compris que l'abîme était encore plus profond que je ne l'imaginais.
La voix de mon père, empreinte d'une fierté paternelle qui ne m'était jamais destinée, a résonné depuis le salon. En parlant de ton nouvel appartement, Bastien, il faut absolument qu'on organise un week-end pour venir le voir. Comme notre petite virée improvisée à Biarritz au printemps dernier. C'était formidable. Les mots ont flotté jusqu'à moi dans la cuisine. Notre petite virée à Biarritz. J'ai froncé les sourcils. De quelle virée parlait-il ? Je n'avais aucun souvenir d'un voyage familial à Biarritz. J'ai rassemblé le peu de courage qu'il me restait et je suis retourné au salon, un plateau de tasses à café à la main, un prétexte. Un voyage à Biarritz, ai-je demandé, essayant de garder un ton neutre. Je ne me souviens pas de ça. Un silence gêné s'est installé. Ma mère a agité la main d'un air faussement désinvolte. Oh, ce n'était rien, ma chérie. Juste un petit week-end sur un coup de tête. Tu étais tellement débordée par ton travail à ce moment-là, on n'a pas voulu te déranger. Ne pas me déranger. La phrase était une gifle. Ils n'avaient pas oublié. Ils m'avaient délibérément exclu. Ils étaient partis, tous ensemble, créer des souvenirs de famille sans moi, parce que j'étais occupée. Occupée par le travail qui me permettait de payer mon loyer à Nantes, mon modeste 3 pièces pour lequel je n'avais jamais demandé un centime d'aide. La conversation a dévié, mais une graine de suspicion venait d'être plantée dans mon esprit. Plus tard, alors que j'aidais ma mère à ranger la vaisselle car bien sûr, j'étais la seule à l'aider, j'ai entendu mon père discuter avec Bastien de taux d'intérêt et de prêts immobiliers. Et c'est là que la bombe a été lâchée. Ne t'en fais pas pour l'apport, a dit mon père d'un ton rassurant. Ta mère et moi sommes heureux de t'avoir aidé avec ça. Tu as tellement de pression avec ton nouveau poste, c'est la moindre des choses. Le plat en porcelaine que je tenais a failli me glisser des mains. Un apport. Il lui avait donné de l'argent pour son apport. Un flashback violent m'a ramené 3 ans en arrière. J'étais assise à cette même table de cuisine, leur annonçant fièrement que j'avais enfin réussi à obtenir un prêt pour acheter mon propre appartement. Je me souviens encore de la réaction de mon père. Il avait secoué la tête, l'air grave. Élodie, n'est-ce pas un peu irresponsable financièrement ? À ton âge, s'endetter de la sorte ? Tu devrais être plus prudente. Leurs paroles m'avaient fait douter de moi pendant des mois. J'avais ressenti de la honte, comme si mon indépendance était une folie. Et maintenant, j'apprenais qu'ils avaient financé le projet de mon frère en secret. La même famille qui m'avait jugée irresponsable avait offert à mon frère ce que je n'aurais jamais osé leur demander. La nausée est revenue, plus forte. Ce n'était plus une question de cuisine ou de photos. C'était une question de valeur. À leurs yeux, Bastien était un investissement. Un projet de prestige. Sa réussite rejaillissait sur eux. Moi, j'étais une charge. Mon indépendance n'était pas une source de fierté pour eux, c'était une anomalie, une preuve que je n'avais pas réussi, comme mon frère, qui, lui, pouvait se permettre de recevoir leur aide. Je les ai regardés, mon père donnant des conseils financiers à mon frère, ma mère les observant avec un sourire béat. Pour la première fois de ma vie, je les ai vus non pas comme mes parents, mais comme des étrangers. Des étrangers qui avaient une définition de la famille dans laquelle je n'avais pas ma place. Bastien était l'héritier, le porteur du nom et de la fierté. Et moi ? J'étais la mule, celle qui assure la logistique pour que les rois puissent festoyer. Maintenant, je me tourne vers vous. Si vous étiez à ma place, à ce moment précis, réalisant l'ampleur de cette injustice financière et émotionnelle, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous explosé ? Confronté la situation sur le champ ? Ou auriez-vous fait comme moi, avalant silencieusement cette pilule amère ? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir comment d'autres auraient réagi. Cette nuit-là, en rentrant à Nantes, je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. Je ressentais un vide glacial, une certitude terrible. Mon système de croyance, basé sur l'idée que le dévouement achète l'amour, venait de s'effondrer. Je devais changer, ou j'allais me noyer. Et 3 semaines plus tard, un message de ma mère est arrivé, me donnant sans le savoir l'arme dont j'avais besoin pour ma révolution. 3 semaines de silence bien heureux. 3 semaines où mon téléphone n'a pas sonné avec des demandes, des attentes, des critiques voilées. J'avais commencé à respirer à nouveau. Et puis,
un mardi après-midi, la notification est apparue, comme un mauvais présage. C'était un message de ma mère sur le groupe familial. Bonjour à tous. Grande nouvelle. Noël se fera chez Bastien et Amandine cette année pour inaugurer leur nouvel appartement. Nous sommes tous si excités. Mon cœur s'est serré. J'ai attendu, sachant ce qui allait suivre. 30 secondes plus tard, un message privé de ma mère est arrivé, juste pour moi. Ce n'était pas une question. C'était un décret. Élodie, voici la liste de ce que tu prépareras. Ta fameuse farce au marron que tout le monde adore, ton confit d'oignon, les petits feuilletés au saumon, et bien sûr, ta bûche au chocolat. Bastien a spécifiquement demandé ta cuisine, il dit qu'elle lui manque. Mon sang s'est glacé. Il ne s'agissait pas de participer. Il s'agissait pour moi de recréer, seul, tout un repas de fête dans une cuisine que je ne connaissais pas. Avant que je puisse même formuler une pensée, un autre message est arrivé. Et ma chérie, il faudrait que tu arrives tôt le 24, vers 9 heures. Bastien a un petit déjeuner très important avec un client ce matin-là, il ne pourra pas aider. L'audace. L'audace à l'état pur. Pas un « pourrais-tu » ou « si tu as le temps ». Une assignation. Comme si mon temps, ma carrière, ma propre vie n'avaient aucune valeur face au petit déjeuner important de mon frère. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé, un goût amer dans la bouche. Les jours suivants ont été un enfer. La pression de ce Noël imminent s'est ajoutée au stress de mon travail. Je suis chef de projet dans une agence de communication, un poste exigeant. Cette semaine-là, j'avais une présentation cruciale pour un nouveau client. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. Le ressentiment que je nourrissais envers ma famille me rongeait de l'intérieur, me vidant de toute mon énergie. Le mercredi, mon patron m'a interpellé. Élodie, le dossier Henderson ? Il était dû pour hier. J'ai bafouillé une excuse. Je suis resté tard ce soir-là, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à la liste de courses pour Noël, au temps de trajet jusqu'à la boule, à la fatigue qui m'attendait. Ma performance au travail, habituellement impeccable, s'effondrait. La nuit, c'était pire. Je ne dormais plus. Des migraines pulsatiles m'ont cloué au lit. Je me réveillais en sursaut à 3 heures du matin, le cœur battant, l'estomac noué par l'anxiété. Mon corps était en rébellion. Mon corps me criait ce que mon esprit refusait encore d'admettre, je ne pouvais plus continuer comme ça. Une de ces nuits, épuisée de me tourner et me retourner dans mon lit, je me suis levée. J'ai pris un carnet vierge dans mon tiroir de bureau, un carnet que j'avais acheté sur un coup de tête des mois auparavant et jamais utilisé. Je me suis assise à ma table de cuisine dans le silence de la nuit nantaise. En haut de la première page, j'ai écrit un titre simple, « Ce qu'Élodie veut ». Et puis, j'ai fixé la page blanche. Le vide. C'était une question terrifiante. Personne ne me l'avait jamais posée. Je ne me l'étais jamais posée à moi-même. Ma vie entière avait été une réaction aux désirs et aux besoins des autres. Au début, les mots sont venus difficilement. J'ai écrit des choses simples, presque enfantines. Dormir une nuit complète. Lire un livre sans être interrompu. Un dimanche matin sans obligation. Puis, lentement, comme si j'ouvrais un robinet rouillé, d'autres désirs ont commencé à couler. Être écouté. Que mon travail soit reconnu. Voyager quelque part juste pour moi. Et enfin, les mots les plus audacieux sont apparus sur le papier. Être respecté. Voir la mer à Cassis en hiver. Dire non sans me sentir coupable. Ce carnet est devenu ma bouée de sauvetage. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau 1 heure en avance. J'ai terminé le dossier Henderson avec une concentration que je n'avais pas eue depuis des semaines. Puis, je suis allé voir mon patron. J'ai terminé tout ce qui est dû. Je prends mon vendredi, ai-je dit. Ce n'était pas une demande. C'était une affirmation. Il m'a regardé, surpris par ma nouvelle assurance, mais a hoché la tête. Prendre le contrôle d'une seule journée de ma vie peut sembler insignifiant, mais c'était comme allumer une allumette dans une pièce sombre remplie de poudre à canon. Tout était sur le point d'exploser. Et la première personne à entendre le sifflement de la mèche fut ma mère. Le jeudi après-midi, ma collègue et amie Chloé s'est appuyée contre le mur de mon box.
Chloé, c'est mon opposé, direct, sans filtre, et avec une tolérance zéro pour les absurdités. Elle m'a observé par-dessus ses lunettes. Tu as une sale tête, Élodie. C'est encore le Bastien chaud qui se prépare? J'ai soupiré, et tout est sorti. La liste de courses, le petit déjeuner du client, l'épuisement. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas dit « Je suis désolée » ou « Pauvre chérie ». Elle a dit « Élodie, tu n'es pas le centre de réhabilitation émotionnelle de ta famille. Tu as le droit de démissionner. » Ces mots m'ont frappé. Démissionner. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Le soir même, elle m'a invité à une petite soirée entre collègues, un « Noël des orphelins volontaires », comme elle l'appelait. Pas de drame familial autorisé, juste de la mauvaise nourriture et des choix de karaoké douteux. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri. Un vrai rire. Et j'ai dit oui. Le week-end est arrivé, et avec lui, un sentiment de liberté que je n'avais pas connu depuis longtemps. Le vendredi, j'ai fait ce qui était écrit dans mon carnet, je suis allé à la mer, à Pornic, à moins d'1 heure de Nantes. J'ai marché sur la plage en hiver, le vent fouettant mon visage, et j'ai respiré. Le samedi, j'ai assisté à la soirée de Chloé. C'était simple, joyeux. Personne n'attendait rien de moi, à part que je sois moi-même. C'est le dimanche soir que le téléphone a sonné. Le nom de ma tante Solange s'est affiché. Solange, la sœur cadette de ma mère, la rebelle de la famille, celle qui vivait à Paris et que je voyais rarement. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Élodie? C'est Solange. Sa voix était chaude, directe. Ta mère vient de m'appeler. Elle est, disons, en mode gestion de crise. Mon estomac s'est noué. Elle t'a entraîné là-dedans? Je suis désolée. Ne sois pas désolée. Elle voulait que je te raisonne, que je te rappelle tes devoirs familiaux. Elle est furieuse que tu n'aies pas encore répondu à ses messages concernant la liste de Noël. J'ai fermé les yeux. Je ne sais pas quoi faire, tante Solange. Si, tu le sais, a-t-elle répondu doucement. Tu as juste peur de le faire. Écoute-moi, Élodie. J'ai vu ce petit jeu toute ma vie. Ta mère transforme tout le monde en satellite autour de son soleil, Bastien. Ça m'a rendue folle, alors je suis partie. Toi, tu es resté, et tu as payé le prix. Quoi que tu décides de faire, sache que je suis de ton côté. À 100%. J'ai fondu en larmes. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Le soulagement de ne pas être folle. Le soulagement d'être vue. D'être comprise. Après avoir raccroché avec ma tante, je me sentais plus forte. Alors, quand mon téléphone a sonné à nouveau 1 heure plus tard, et que le nom de ma mère s'est affiché, je n'ai pas eu peur. J'ai respiré profondément, comme Chloé me l'avait conseillé, et j'ai décroché. Élodie. Enfin. J'attends ta confirmation pour la liste de Noël, a-t-elle commencé, sans préambule. J'ai attendu 1 seconde, laissant le silence s'installer. Maman, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. J'ai bien reçu tes messages. Mais je ne serai pas la cuisinière personnelle de Bastien cette année. J'ai mes propres projets pour les fêtes. Le silence à l'autre bout du fil était si total que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Quand elle a enfin parlé, sa voix avait changé. Ce n'était plus la voix de l'organisatrice en chef. C'était celle d'une stratège qui se prépare à une bataille décisive. Il faut qu'on se voie, Élodie. Demain. Au café du commerce, à 15 heures. C'était un ordre, pas une invitation. Elle sortait son arme la plus redoutable, la confrontation en face à face. Le café du commerce, en plein cœur de Nantes, était décoré pour les fêtes. Des guirlandes scintillantes, l'odeur du vin chaud et de la cannelle. Une atmosphère joyeuse qui contrastait violemment avec la boule de glace dans mon estomac. Ma mère était déjà là, assise à une table dans un coin, droite comme un i. Devant elle, posé sur la table comme une pièce à conviction, se trouvait un vieil album photo en cuir. Son arme de manipulation massive. Elle m'a gratifié d'un sourire glacial. Commande quelque chose, ma chérie. J'ai commandé un café noir. Pas de sucre.
J'avais besoin de clarté, pas de douceur. Elle n'a pas attendu que le serveur soit parti. Elle a ouvert l'album. Je ne comprends pas ce qui te prend, Élodie. Nous avons toujours été une famille ici unie. Sa main manucurée a glissé sur une photo de Bastien et moi, enfants, sur une plage. Il tenait un énorme cornet de glace, moi je tenais son seau et sa pelle. Déjà, le ton était donné. Ton frère a tellement besoin de toi en ce moment, a-t-elle continué, sa voix prenant une inflexion dramatique. Ce nouvel appartement, ce nouveau poste, c'est beaucoup de pression. Il veut juste que tout soit parfait pour son premier Noël en tant qu'hôte. Il veut impressionner Amandine et sa famille. Impressionner les autres. C'était donc ça. Mon labeur, mon stress, ma fatigue n'étaient que des outils pour peaufiner l'image publique de mon frère. C'est une question d'obligation familiale, Élodie. De loyauté. Elle a tourné une autre page, révélant une photo de Bastien lors de sa remise de diplôme. Tu jettes tout ça par-dessus bord pour un simple caprice? Pour un peu de jalousie mesquine? Le mot « jalousie » a atterri comme un coup de poing. C'était sa tactique préférée, transformer mes sentiments légitimes en défaut de caractère. Pendant des années, ça avait marché. Je me serais senti coupable, égoïste. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais venue préparer. J'ai posé calmement ma tasse. Maman, j'ai aussi apporté quelque chose. De mon sac, j'ai sorti non pas un album, mais un simple dossier en carton. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il n'y avait pas de souvenirs chaleureux. Il y avait des faits. J'ai sorti une première photo, une capture d'écran de son propre post Facebook du réveillon. Je l'ai posée à côté de l'album. Puis j'en ai sorti une autre, une photo de la Pâques précédente, où l'on me voyait en arrière-plan, apportant le gigot d'agneau pendant que tout le monde trinquait. Voici la réalité de notre famille, unie, ai-je dit, ma voix dénuée de tout tremblement. Ensuite, j'ai sorti une feuille de papier. Une liste. J'ai fait le compte, ai-je poursuivi, en faisant glisser la feuille vers elle. 32 fêtes de famille au cours des 15 dernières années où je suis arrivée la première et partie la dernière. 5 de mes anniversaires ont été déplacés, parce qu'ils coïncidaient avec un match de tennis de Bastien ou un week-end qu'il voulait prendre. 0 fois où quelqu'un m'a demandé si j'avais besoin d'aide en cuisine. 0. Le visage de ma mère s'est durci. Son masque de matriarche bienveillante s'est fissuré, révélant la femme contrariée en dessous. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, comme pour s'assurer que personne n'assistait à cette scène de rébellion. Tu déformes tout, a-t-elle sifflé. Non, ai-je répondu. Je présente les faits. Voici un autre fait. J'ai sorti une dernière feuille. Une copie de l'email que mon patron m'avait envoyé, s'inquiétant de ma baisse de performance. Ma santé et ma carrière en pâtissent. Parce que je passe mon temps et mon énergie à gérer une charge mentale qui n'est pas la mienne. La charge mentale de votre famille parfaite. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait plus. Et c'était vrai. La Élodie qu'elle connaissait, la Élodie docile et avide d'approbation, était morte dans la cuisine de la Baule la nuit du réveillon. Son visage s'est décomposé. Pour la première fois de ma vie, ma mère n'avait plus rien à dire. Elle était à court d'arguments, à court de manipulations. Mais je n'avais pas encore terminé. J'avais gardé mon coup de grâce pour la fin. Je l'ai laissé mariner dans son silence pendant un long moment, le temps que le poids de mes paroles s'installe. Les décorations de Noël du café semblaient nous narguer avec leur gaieté artificielle. Dehors, la vie continuait. Des gens riaient, faisaient leurs achats. Notre petit drame familial était une bulle invisible au milieu de la foule. Finalement, j'ai sorti mon téléphone. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement posé sur la table, l'écran tourné vers elle. Il affichait un email de confirmation. Un billet de train et une réservation d'hôtel. Je serai à Cassis pour la semaine de Noël, ai-je annoncé, ma voix douce mais ferme. Avec Chloé. Nous allons marcher dans les calanques, manger des fruits de mer et ne rien faire d'autre. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. C'était la preuve tangible, irréfutable, que ce n'était pas une menace en l'air. C'était un plan. Une réalité. Tu as déjà réservé, a-t-elle murmuré, incrédule.
Sa voix était celle d'un général qui réalise que la bataille est déjà perdue. Oui. Mais, et le dîner de Bastien? Et la dinde? La confusion authentique dans sa voix était la chose la plus triste et la plus révélatrice de toutes. Elle ne pouvait sincèrement pas concevoir un monde où les désirs de son fils n'étaient pas la priorité absolue de tous. Elle n'était pas seulement manipulatrice, elle était aveugle. Aveuglée par des décennies de favoritisme qu'elle avait elle-même instauré. Bastien est un adulte de 37 ans, ai-je répondu, en rangeant mes affaires dans mon sac. Il a 2 mains et un accès à Internet. Il existe une chose merveilleuse qui s'appelle YouTube, c'est là que j'ai appris la plupart de mes recettes, puisque personne ne m'a jamais rien appris. Il peut aussi utiliser son téléphone pour appeler un traiteur. Ce n'est plus mon problème. Le serveur est arrivé avec l'addition. Ma mère a tendu la main vers son portefeuille par réflexe, mais j'ai été plus rapide. J'ai posé ma carte de crédit sur la soucoupe. C'est pour moi, ai-je dit. Le geste était simple, mais le symbolisme était puissant. Pendant des années, chaque cadeau de leur part, chaque aide, était venu avec des conditions invisibles, des attentes de service en retour. Mon café aujourd'hui était un cadeau sans aucune condition. C'était un acte d'indépendance pure. Nous nous sommes levés. Le moment était étrange, suspendu. Que dit-on à sa mère après avoir dynamité 35 ans de relation? Une partie de moi, la petite fille en moi, voulait qu'elle me prenne dans ses bras, qu'elle s'excuse. Mais la femme que j'étais devenue savait que c'était impossible. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, j'ai doucement touché son bras, l'arrêtant un instant. Elle a sursauté, comme si mon contact la brûlait. J'ai attendu qu'elle me regarde dans les yeux. Maman, ai-je dit, sans colère, juste avec une immense tristesse. Le jour où tu voudras avoir une fille avec qui discuter, au lieu d'une servante à qui donner des ordres, appelle-moi. Je serai là. J'ai toujours été là. Il te suffira juste de me voir vraiment. Elle n'a rien répondu. Elle a juste hoché la tête une fois, un mouvement à peine perceptible, avant de se détourner et de sortir dans l'après-midi froid de décembre. Je l'ai regardée monter dans sa voiture. Elle est restée assise plusieurs minutes, le moteur éteint, fixant le vide devant elle. En m'éloignant, je me sentais étrangement légère. Mais en montant dans ma propre voiture, mes mains se sont mises à trembler. L'adrénaline de la confrontation retombait, laissant place au doute. Avais-je bien fait? Étais-je allé trop loin? La peur et l'incertitude ont commencé à s'insinuer. Et c'est alors que mon téléphone a vibré. Ce n'était pas ma mère. Mon cœur a fait un bond en voyant le nom sur l'écran. Ce n'était pas ma mère, ni mon père, ni même Bastien. C'était tante Solange. J'ai décroché, la voix encore tremblante. Alors? Le sommet de crise a eu lieu, a-t-elle demandé, sans préambule. Sa voix directe était un baume sur mes nerfs à vif. J'ai ri, un son un peu hystérique. On peut dire ça. J'ai tout déballé. Et j'ai réservé un voyage à Cassis pour Noël. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis un éclat de rire franc et joyeux. Bravo, ma grande. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis des années. Il était temps que quelqu'un secoue le cocotier. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a raconté ses propres batailles, ses propres tentatives pour établir des limites, et comment elle avait finalement trouvé la paix en prenant ses distances. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme la « méchante » de l'histoire, mais comme une femme qui suivait un chemin que d'autres, avant elle, avaient dû emprunter. Les jours suivants ont été un mélange étrange de libération et d'anxiété. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je sursautais, m'attendant à un appel furieux de mon père ou à un message passif-agressif de mon frère. Mais il n'y a eu rien. Un silence total. Un silence assourdissant, comme je l'avais prédit dans mes pensées les plus sombres. C'est Solange qui est devenue ma correspondante secrète, me donnant des nouvelles du front. Ces messages étaient à la fois hilarants et profondément validants. Un soir, j'ai reçu un texto, alerte info, ta mère a appelé Bastien pour discuter du menu de Noël. Il lui a demandé si la dinde était livrée avec un mode d'emploi. Je n'invente rien. J'ai éclaté de rire, seul dans mon appartement. L'image de mon frère, si compétent dans son monde professionnel, complètement désemparé face à un oiseau congelé, était délicieuse.
Un autre message, 2 jours plus tard, le chaos continue. Ta mère a suggéré de faire appel à un traiteur. Ton père a mis son veto. Il insiste pour un vrai repas de Noël fait maison. Apparemment, la tradition est sacrée, tant que ce n'est pas lui qui doit la perpétuer en cuisine. Ces messages étaient plus qu'amusants. Ils étaient la preuve que mon absence avait un impact. Mon travail invisible était soudainement devenu visible par le vide qu'il laissait. Ma contribution, jamais reconnue, était maintenant définie par la crise que son retrait provoquait. Puis, une semaine avant Noël, le silence a été rompu. Un soir, alors que je préparais ma valise pour Cassis, mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne reconnaissais pas tout de suite, car il ne m'avait pas contacté directement depuis, je ne pouvais même pas me souvenir de la dernière fois. C'était mon père. Le message était court, 3 mots qui ont fait s'arrêter mon cœur. Nous devons parler. Je suis restée assise sur mon lit, fixant ces 3 mots. Que voulait-il? Me sermonner? Me supplier? Me menacer? J'ai tapé et effacé une douzaine de réponses, allant de la colère à la conciliation. Finalement, j'ai choisi l'option la plus puissante. Je n'ai rien répondu. Mon silence était ma réponse. Le 23 décembre, Chloé et moi étions dans le train pour Marseille. En regardant le paysage défiler, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis des années. Le Noël à Cassis a été une révélation. Il n'y avait pas de programme, pas de performance. Nous avons marché pendant des heures dans les calanques, le soleil d'hiver réchauffant nos visages. Nous avons mangé des oursins directement sur le port. Nous avons ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Le jour de Noël, nous nous sommes retrouvés avec quelques autres orphelins dans un petit restaurant. Chloé a levé son verre. À Élodie, a-t-elle dit, qui nous a rappelé que la meilleure tradition familiale, c'est parfois d'en créer une nouvelle. Pour la première fois de ma vie, sur une photo de Noël, j'étais au centre. Et je souriais. Un vrai sourire. Je pensais que ce voyage m'avait guéri. Mais je me trompais. La vraie épreuve n'est pas de partir. C'est de décider si l'on doit, un jour, leur permettre de revenir. 11 mois ont passé. 11 mois de thérapie, de lecture, et de conversations difficiles avec moi-même dans le miroir. 11 mois à apprendre à déconstruire 35 ans de conditionnement. Ce ne fut pas facile. Il y a eu des jours de doute intense, où la culpabilité me rongeait. Des jours où la solitude me pesait et où l'envie de reprendre le téléphone pour arranger les choses était presque insupportable. Mon père a réessayé de m'appeler plusieurs fois en janvier. Je n'ai jamais répondu. Finalement, il a laissé un message vocal. Sa voix était fatiguée. Élodie, je ne sais pas comment réparer ça. Appelle-moi. Je n'ai pas appelé. Je savais que je n'étais pas encore prête. Réparer ça ne pouvait pas se faire par un simple coup de fil. Le printemps et l'été ont apporté une nouvelle clarté. J'ai excellé dans mon travail, obtenant même une promotion. J'ai renforcé mes amitiés avec Chloé et d'autres. J'ai passé des week-ends à explorer ma propre région, la Bretagne, que je n'avais jamais vraiment pris le temps de connaître. Lentement, j'ai rempli le vide laissé par ma famille avec des choses qui me nourrissaient, au lieu de me drainer. Puis, l'automne est arrivé, et avec lui, l'appréhension des fêtes de fin d'année. L'idée d'un autre réveillon, d'un autre Noël, me donnait des sueurs froides. Je ne voulais pas revivre le drame, mais je ne voulais pas non plus fuir à nouveau. C'est Chloé qui a eu l'idée. Et si on organisait notre propre fête, a-t-elle suggéré. Pas un Noël de substitution. Pas une fête anti-famille. Juste, une fête. Une célébration de l'automne, de l'amitié. On l'appellera la « fête de la récolte amicale ». L'idée m'a plu. C'était proactif. C'était créer quelque chose de nouveau, au lieu de simplement réagir à l'ancien. Le jour de notre fête, fin novembre, mon appartement à Nantes était rempli de chaleur et de rire. J'avais invité Chloé, quelques autres collègues, et bien sûr, ma tante Solange avait fait le voyage depuis Paris. L'ambiance était à l'opposé polaire des fêtes de mes parents. Il n'y avait pas de plan de table rigide. La musique était un mélange éclectique des goûts de chacun. Et le plus important, tout le monde était en cuisine.
Solange et moi préparions un velouté de potimarron, Chloé s'occupait du fromage, et un autre ami, Marc, ouvrait les huîtres en racontant des blagues. Il n'y avait pas de « chef » et de « serviteur ». Il y avait juste des gens heureux de partager un moment et de contribuer. Personne ne m'a demandé où étaient les serviettes ou si j'avais pensé à acheter plus de vin. Nous étions une équipe. Au milieu de la soirée, je me suis arrêtée un instant, un verre de vin à la main, et j'ai observé la scène. Chloé et Solange étaient en pleine conversation, riant aux éclats. Marc expliquait à une autre amie comment ouvrir correctement une huître. C'était ça, une famille. Une vraie famille. Pas celle définie par le sang, mais par le respect mutuel, le soutien et la joie partagée. Une larme a coulé sur ma joue. Une seule. Ce n'était pas une larme de tristesse pour la famille que j'avais perdue. C'était une larme de gratitude pour celle que j'étais en train de construire. J'ai pris une photo, une seule. Un selfie de groupe où tout le monde était un peu flou, souriant, vivant. Je l'ai fait encadrer et je l'ai accroché dans mon entrée. C'était un rappel quotidien de mon nouveau point de repère. C'était une soirée parfaite. Un témoignage de ma nouvelle vie. Et juste au moment où je pensais être enfin en paix avec mon passé, le téléphone a sonné. C'était le numéro de mon père. Cette fois, je savais que j'étais prête à répondre. J'ai laissé le téléphone sonner 3 fois avant de décrocher. J'avais besoin de ces quelques secondes pour ancrer mes pieds au sol, pour me souvenir de la femme que j'étais devenue. Allô ? Élodie. La voix de mon père était hésitante, plus vieille que dans mon souvenir. Il n'y avait plus l'autorité habituelle. J'espère que je ne te dérange pas, non, ça va, ai-je répondu, ma voix calme. Il y a eu un long silence. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. J'ai attendu. Je ne l'ai pas aidé. Le silence était son fardeau, pas le mien. Ta mère et moi ? A-t-il commencé, puis s'est arrêté. Il a pris une profonde inspiration. Nous nous demandions si nous pouvions peut-être venir te voir pour Noël cette année. Juste, passer du temps ensemble. Mon cœur a commencé à battre plus vite, mais pas par anxiété. C'était de la surprise. C'était une offre de paix. Une reddition. Il ne demandait pas que je vienne à la Baule. Il proposait de venir sur mon territoire. J'ai tourné la tête et j'ai regardé la photo de ma fête de la récolte amicale accrochée au mur. J'ai vu mon propre visage, rayonnant au milieu de mes amis. C'était mon encre. C'était ma force. J'aimerais beaucoup ça, papa, ai-je dit, et j'étais sincère. Mais les choses devraient être différentes. Différentes comment, a-t-il demandé, une lueur d'espoir dans la voix. D'abord, nous cuisinerons ensemble. Tous les 3. Maman, toi et moi. Pas de service, juste un partage. Ensuite, j'ai déjà prévu une soirée avec mes amis le soir du 24, un petit réveillon informel. Ce plan ne changera pas. Vous êtes les bienvenus, mais ce sera ma fête, avec mes amis. Et enfin, et c'est le plus important, nous devrons parler. Vraiment parler. De tout. Sans accusation, sans excuse, juste une conversation honnête. Le silence qui a suivi était le plus long de tous. J'ai cru qu'il allait refuser, que mes conditions étaient trop exigeantes. J'ai entendu ma mère murmurer quelque chose en arrière-plan. Puis, la voix de mon père est revenue, rauque d'une émotion que je ne lui connaissais pas. Je pense que nous pouvons faire ça. J'ai raccroché, le cœur battant la chamade. Je ne sais pas si ce Noël sera une réussite. Je ne sais pas s'ils peuvent vraiment changer, ou si de vieilles habitudes reviendront au galop. Peut-être que ce sera maladroit, difficile. Peut-être que ce sera une catastrophe. Mais pour la première fois, je n'ai pas peur. Parce que ce qui se passera ne me définit plus. Mon bonheur ne dépend plus de leur approbation. Mon voyage m'a appris que poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect de soi. C'est la seule façon de montrer aux autres comment nous méritons d'être traités. Et maintenant, je veux me tourner vers vous, qui m'avez écouté jusqu'au bout. Que feriez-vous à ma place ? Croyez-vous aux secondes chances, même quand elles comportent le risque d'être à nouveau blessées ? Ou pensez-vous que certaines relations sont trop endommagées pour être réparées ?
Partagez vos pensées et, si vous le souhaitez, vos propres histoires dans les commentaires. Parfois, le simple fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos combats est la plus grande force que nous puissions trouver. Votre courage peut inspirer quelqu'un d'autre qui, en ce moment même, se sent invisible dans sa propre famille. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un « j'aime », cela m'aide énormément. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires sur la force de retrouver sa propre voie. Prenez soin de vous.